On a l'impression que le cancer a toujours une étape d'avance. Si l'on peut déjà faire attention à sa santé au jour le jour, 40% des cancers sont évitables. C'est énorme. C'est énorme. On ne veut pas des chercheurs, on veut des trouveurs. On trouve tous les jours dans nos laboratoires. C'est des toutes petites marches, c'est des toutes petites marches et on avance. Et, petit à petit, on va y arriver. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast spécial Octobre Rose. Aujourd'hui, nous allons parler des cancers du sein. Une femme sur 8 sera concernée par un cancer du sein au cours de sa vie. On va parler du triple négatif qui concernera donc 20% de ces cancers. On va parler de métastase cérébrale avec 2 chercheurs d'Oncolil. C'est peut-être rien de réjouissant, mais vous allez voir, il y a des bonnes nouvelles et à savoir également qu'il y a 40% de cancers évitables grâce à l'hygiène de vie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette capsule vidéo spéciale Octobre Rose. On va parler ensemble du cancer du sein, mais tout d'abord, peut-être, je vous propose de vous présenter. Avec plaisir, merci pour cette invitation. Donc moi, je m'appelle Sean Lagadec, docteur en biologie. Je suis chercheur depuis 13 ans à l'Institut, non pas Pasteur, à l'Institut Oncolil, donc à l'INSERM. D'accord. Chercheur INSERM. Très bien, merci. Bonjour, donc Robert Alain Toyon, je suis professeur des universités à l'Université de Lille et un petit peu plus longtemps que Sean, quelques années de plus, il y a une vingtaine d'années maintenant que je suis à l'université. Et alors peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et pourquoi avoir choisi plus particulièrement des projets de recherche autour du cancer du sein. Oui, alors mon parcours est assez classique. Hein. Il y a un baccalauréat en mention biologie. Après, je fais une classe préparatoire. J'ai pas eu les écoles que je voulais, donc je suis retourné à la fac. Licence, maîtrise, et puis un doctorat derrière. Ensuite, j'ai fait 5 ans de postdoc à Los Angeles, donc à UCLA, où j'ai rencontré le docteur Pajon, qui était mon PI, mon mentor là-bas, et puis où j'ai commencé à découvrir le monde de l'hétérogénéité tumorale et des cellules souches cancéreuses. Et puis il y a 12 ans, j'ai passé les premiers concours et il m'a fallu une 2e année pour avoir le concours à l'INSERM, et aujourd'hui je suis chercheur à l'INSERM du coup. D'accord. Dans l'unité Oncolil. Alors c'est pas l'unité Oncolil, c'est l'unité Canter, oui. Et c'est l'Institut Oncolil. C'est pas très simple mais c'est comme ça. D'accord, merci. Avec plaisir. Donc, concernant mon parcours, il est à peu près similaire. Donc, je n'ai pas fait de classe prépa. Non. Je suis un pur produit de la faculté de l'Université de Lille. J'ai fait un bac scientifique et ensuite une maîtrise, ce qui est maintenant un master, avant de faire un doctorat à l'université sous la direction de Madame Le Boris. Et ensuite, je suis parti à l'Institut Bordet à Bruxelles en postdoc. L'Institut Bordet, c'est l'Institut de recherche contre le cancer de l'Université libre de Bruxelles, où j'ai fait des travaux sur la radiothérapie des cancers, d'ailleurs, du sein, avant de revenir ici sur un sujet toujours sur le cancer, mais sur les facteurs de croissance. Voilà un petit peu mon parcours. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit plus spécifiquement cette spécialité du cancer du sein? Est-ce que c'est un peu du hasard, du parcours? Ouais, c'est un hasard. Oui, moi c'est des rencontres qui ont fait que je travaille sur le cancer du sein. Et on est un peu frères parce qu'on a eu la même directrice de thèse. D'accord. Moi je suis revenu voilà, frère de thèse. Je suis revenu après ma classe préparatoire et en classe préparatoire on a l'habitude de poser des questions. Ouais. Et quand je suis revenu dans un amphi de 150 personnes, 200 personnes, et ben je me suis mis au premier rang et je continue à poser des questions. Et à la fin d'un cours, il y a le professeur Bleu Boris qui était là et qui m'a dit vous viendrez me voir à la fin du cours. Moi j'avais les pétoches, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Et elle m'a dit voilà, vous avez l'air intéressé, est-ce que vous voulez venir au laboratoire? Et donc elle m'a ouvert les portes du laboratoire et à partir de là j'ai déroulé toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui. D'accord, très bien. C'est... Ouais, tout à fait la même chose. Moi j'ai toujours été curieux de tout. La biologie c'est la curiosité en premier, et c'est ce qu'il faut dire aux étudiants, il faut être curieux de tout. Et j'ai fait pas mal de stages avant, j'ai été faire de la microbiologie, j'ai testé un petit peu la microbiologie sur les effets des pesticides sur le microbiote mais du sol. Et puis j'ai fait de la biologie plus alimentaire pour tester un petit peu tout ce qui est l'hygiène et la sécurité alimentaire. Puis j'ai eu une rencontre, donc la rencontre avec Madame Le Boris pendant un stage et elle m'a motivé, cela m'a plu et j'ai continué dans le cancer du sein naturellement. D'accord, c'est intéressant de savoir un peu comment on arrive à ce parcours. Après, je rajouterais, c'est la thématique principale. Évidemment, il y a des ponts entre les maladies. Mon collègue travaille sur le cancer du cou et de la tête et du cou. On a fait du gliome, on a fait de la prostate. Il y a des ponts et il y a des collaborations qui fait que... Oui. Voilà.
Justement, on parlera après plus en détail de collaboration, mais pour en revenir justement au cancer du sein, on dit souvent que c'est un cancer qui se soigne bien. Il est assez... Est-ce que c'est le cas pour tous les cancers? Alors, quand on prend dans sa globalité, le cancer du sein est un cancer qui se casse bien, qui se soigne bien. On a 90 à 92% des patients qui survivent à une dizaine d'années, à 10 ans on dit. Donc à 10 ans, il y a 90% des patientes qui sont encore là. Mais en effet, on ne devrait pas parler du cancer du sein, on devrait parler des cancers du sein. Il y a plein de sous-types différents et il y a un sous-type qui nous tient nous à cœur, c'est le triple négatif, qui est un sous-type très agressif où la survie tombe à 80%. Et si maintenant il y a des métastases qui se développent, la survie chute drastiquement. Et alors justement, qu'est-ce qu'une métastase? Alors une métastase, c'est dans l'histoire naturelle des cancers, un cancer se développe au sein d'un tissu, là la glande mammaire pour le sein, et on ne sait pas exactement ce qui va faire que le cancer va quitter ce tissu primaire pour aller coloniser d'autres organes à distance, probablement peut-être par manque de place, mais aussi parce que certains organes vont attirer les cellules cancéreuses, on parle de tropisme, et donc le cancer va les disséminer dans d'autres organes à distance. Alors il y a des métastases qui sont proches de la tumeur primaire, on parle de métastases loco-régionales, puis il y a des métastases qui sont plus à distance, comme le cerveau et le foie qui sont un peu plus à distance. D'accord. Et alors, justement, on a du coup peut-être un biais de langage. Vous disiez qu'on devrait plutôt parler des cancers du sein plutôt que du cancer du sein. Le cancer sur lequel vous travaillez plus précisément, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Alors, il y a deux particularités. Alors, on dit triple négatif. Si on résume très brièvement, un biais de langage, mais on parle des cancers qui répondent aux oestrogènes et à la progestérone, sont hormonosensibles. Donc on peut cibler avec des traitements hormonaux. Il y a une partie des cancers qui surexpriment une protéine qu'on appelle HER2. De la même manière, on peut cibler assez facilement ces tumeurs. Et puis il y a les triples négatifs qui n'ont pas ces trois récepteurs et qui ont peu de cibles. Aujourd'hui, la recherche a avancé, il y a quelques cibles. En fait, ça se découpe, c'est un peu un fourre-tout, ça se découpe en plusieurs sous-types. Il y a TROP2 qui est arrivé, on peut cibler quelques patientes, à BRCA1, BRCA2, on pourra en reparler après, qu'on peut cibler aussi. Mais globalement, pendant très longtemps, il y a eu très peu de cibles. Et donc, c'est des patientes qui reçoivent de la chimiothérapie classique, de la radiothérapie, de la chirurgie, mais du coup, dont la pronostic de survie est beaucoup moins bon. Et en plus, si on prend la médiane de survie des patients de cancer du sein, c'est 62 ans. Donc il y a la moitié des patients qui sont plus vieilles, la moitié des patients qui sont plus jeunes. Dans le cancer du sein triple négatif, c'est plus de 50 ans. Donc à 50 ans, on est encore jeune, c'est un cancer jeune, qui touche les femmes jeunes. Et il y a la moitié des patientes qui ont moins de 50 ans qui ont un cancer du sein triple négatif. Je vais compléter, on peut regarder au niveau des spectres de l'âge. En fait, on va dire qu'il y a une barre fatidique qui est autour de 50-55 ans. C'est là où il se passe un changement hormonal chez les femmes, où il y a la ménopause. Donc à ce niveau-là, entre 50 et 75 ans, c'est là où on va avoir le dépistage, puisqu'on sait qu'il y a des changements hormonaux. Au niveau des spectres de l'âge, en fait, on va dire qu'il y a une barre fatidique qui est autour de 50-55 ans. C'est là où il se passe un changement hormonal chez les femmes, où il y a la ménopause. Donc à ce niveau-là, entre 50 et 75 ans, c'est là où on va avoir le dépistage, puisqu'on sait qu'il y a des changements hormonaux et c'est là où il y a un risque de développer des cancers hormonodépendants. Et on va dire que les cancers du sein triple négatif développer des cancers du sein triple négatif. D'accord. Donc on pense que vraiment c'est lié au statut hormonal quand même, et puis à la génétique. D'accord. Et vous parlez justement de métastases qui se développent au niveau du cerveau. Oui. Est-ce que donc ça c'est vos sujets de recherche? Voilà, exactement. C'est une partie du cœur de notre recherche au laboratoire. On essaye de comprendre les mécanismes qui mènent les cellules à se développer dans un environnement complètement différent du sein, et qui est dramatique pour la survie, parce que comme une femme arrive avec un cancer du sein métastasé au cerveau, on a une chance de survie de 6 mois. D'accord. Donc ça chute drastiquement. Donc nous, c'est vraiment sur ce modèle-là qu'on travaille. Et on développe des outils, on développe des approches thérapeutiques un peu particulières, soit de manière très ciblée comme aux collègues, ou soit de manière un peu plus large avec les modèles que je développe.
D'accord. Donc en fait, votre travail, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ces métastases se développent au niveau du cerveau et peut-être comment les empêcher? Tout à fait, je vais rebondir sur votre question. En effet, déjà, il faut comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi une cellule a décidé d'aller coloniser un autre organe, ça va nous donner les clés pour découvrir des cibles thérapeutiques pour pouvoir cibler ces métastases cérébrales. Et puis, comprendre va aussi nous permettre on va dire, de mieux, lors du diagnostic, poser le diagnostic de la maladie en trouvant ce qu'on appelle des signatures, nous en recherche, qui vont nous dire que cette patiente est à risque de métastase cérébrale. Donc notre recherche fondamentale et translationnelle qu'on mène avec les médecins, c'est de comprendre pourquoi les métastases se développent pour pouvoir les cibler. Et deuxièmement, de savoir quelles sont les personnes qui seront à même d'avoir un suivi thérapeutique qui sera modifié suite à cette compréhension globale. D'accord, ok. Donc vous travaillez étroitement avec les médecins? Alors évidemment, on travaille vraiment en collaboration avec les médecins et nous, on est une collaboration particulière avec le centre Oscar Lambret, qui est le centre de référence pour le traitement du cancer du sein, ici à Lille et dans le nord de la France. D'accord, donc c'est parce qu'il existe aujourd'hui beaucoup de recherches concernant justement le cancer, les cancers du sein. En quoi c'est vraiment différent? Est-ce qu'il y a d'autres centres de recherche qui travaillent également sur la même typologie que vous? Alors évidemment, la recherche est globale, la recherche est mondiale et quand on trouve quelque chose, on le met à disposition, ça s'appelle de la science ouverte, donc on le met à disposition. On collabore évidemment et on a chacun nos approches, on a chacun des approches complémentaires. Mon collègue travaille sur quelque chose de très ciblé. Il a déjà démontré depuis quelques années qu'une certaine protéine est impliquée. Moi, j'essaie de voir de manière plus globale en développant des modèles précliniques dans lesquels on va pouvoir analyser chaque étape du développement. Et donc, à des étapes très, très précoces, un peu plus développées et beaucoup plus développées. Et du coup, essayer de récupérer ces cellules qui sont disséminées dans le cerveau, les récupérer et les analyser. Et ça, du coup, on peut avoir, comme disait mon collègue, des profils d'expression et du coup développer des cibles. Donc c'est extrêmement complémentaire en fait. Oui, alors, on est frères complémentaires. Notre travail au sein du laboratoire est complémentaire, mais je veux dire, heureusement que l'on travaille, de nombreuses équipes travaillent dans le monde sur le cancer du sein. La pathologie est tellement complexe que je veux dire, plus qu'une compétition, on a des compétiteurs, c'est plus une émulation. Et c'est vraiment, chaque pierre qui est apportée va contribuer à l'édifice. Tout seul, si on travaillait sur le cancer du sein, je pense que ça serait compliqué. Et il faut voir la recherche comme quelque chose de mondial et où on met tous les efforts de tous les pays et toutes les idées sont bonnes. Et c'est ça qu'il faut voir. Et justement, parce que peut-être que le grand public, là c'est une capsule vidéo qui est à destination du grand public, hein, mais comment est-ce que vous mettez en relation vos recherches, ce que vous avez découvert, comment ça se passe ? Voilà. La première chose qu'on fait, qui est évidente entre guillemets, c'est quand on a trouvé quelque chose, on écrit un article scientifique, on le soumet à des journaux, il y en a plein, et à partir de là, en fonction du journal, il est librement disponible pour la communauté. D'accord. Voilà, donc nos instituts payent ou alors c'est libre de droit. Donc là, à ce moment-là, nous, on passe nos journées à lire des articles d'autres, et donc on trouve des choses intéressantes, et des fois on dit, ah bah tiens, ça matche bien, c'est une compétence, c'est une information, et je vais contacter cette personne-là. Il y a aussi beaucoup d'échanges entre chercheurs. Donc on travaille avec des centres internationaux de recherche. Nos publications, elles sont le fruit d'échanges. On a des échanges avec le Canada, le Japon, l'Allemagne. C'est vraiment international et on échange nos idées en dehors des papiers et on échange nos compétences, nos expertises techniques pour faire progresser la recherche plus vite. Donc c'est vraiment un échange permanent, la recherche. Il y a une chose qui marchait très très bien, c'était les conférences. On allait dans des conférences, présenter nos travaux, on rencontrait plein de gens, c'était très sympathique. Le Covid a un peu chamboulé tout ça, mais ça reste de l'humain et le contact humain est quand même beaucoup plus facile en face à face. Pour les échanges, c'est quand même plus facile. Donc la machine se remet en route petit à petit. Mais voilà, donc c'est les papiers, c'est les collaborations, c'est des rencontres dans des conférences. Donc c'est hyper utile en fait dans vos projets de recherche, très concrètement quand vous êtes sur le terrain, dans votre labo, vous pouvez aller voir si d'autres publications ou d'autres chercheurs ont déjà testé certaines choses ou trouvé certaines choses pour pouvoir vous faire avancer et pas forcément chercher ce qui a déjà été trouvé finalement. Alors,
Alors, la répétabilité de nos travaux sont essentiels. Oui. Il faut, alors c'est pas forcément bien reconnu, mais c'est essentiel d'être capable de reproduire ce que font les autres. Donc c'est une première chose, oui. Mais évidemment qu'on essaye toujours d'avancer. Oui. Et donc pour avancer, il faut voir ce qui existe déjà, ce qui a déjà été fait, et d'avancer. Voilà, donc ce qui est publié, souvent c'est des résultats positifs. Les résultats négatifs, c'est-à-dire que quand on essaie quelque chose et que ça marche pas, ça c'est jamais publié. C'est un problème. Oui. C'est un problème, mais pour l'instant ça n'est pas publié. D'accord, c'est dommage parce qu'effectivement ce serait bien, si moi j'étais chercheuse, j'aimerais savoir s'il y a des choses qui ont été testées qui n'ont pas fonctionné. Nous aussi. Ça nous ferait gagner du temps. Nous aussi. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas ça s'appelle l'expérience. On apprend de ses erreurs. Et puis c'est là aussi où le contact avec les collègues lors des collaborations est important parce que parfois les choses ne sont pas dites dans les articles, du moins les articles modernes, des articles anciens, on posait une hypothèse et il y avait une démonstration qui n'était pas forcément formelle, mais il y avait des idées qui étaient un peu plus fouillées que les articles nouveaux. Alors, il y a des initiatives qui sont faites au niveau national et international par l'INSERM, par d'autres instituts, pour essayer de faire aux chercheurs des publications avec l'ensemble des résultats, avec ce qui est positif et aussi ce qui est négatif, pour éviter cette perte de temps et cette perte de chance au final pour les patients. Et justement, puisqu'on parle de positif, est-ce qu'il y a des recherches que vous avez faites qui donnent espoir dans vos projets? Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous partager? Alors oui, c'était le général de Gaulle qui disait ça, on veut pas des chercheurs, on veut des trouveurs. On trouve tous les jours dans nos laboratoires. Ouais. C'est des toutes petites marches, et on avance. Petit à petit, on va y arriver. Évidemment, il y a l'immunothérapie dont tout le monde parle, qui est un espoir formidable pour les patients. Ça marche pas très bien dans le cancer du sein, c'est très peu de patients qui peuvent recevoir et qui peuvent répondre à ça. Mais ça commence à venir, on commence à connaître un peu mieux comment le système immunitaire marche. On commence à comprendre que nous, dans nos laboratoires, comment les cellules communiquent entre elles, entre les cellules cancéreuses et les cellules de l'environnement du cerveau, par exemple. Ça, on commence à bien comprendre les choses. Donc, on avance petit à petit. Et je pense que pour compléter, on a avancé sur la compréhension globale des tumeurs et ce qui nous a fait progresser dans la sécurité des médicaments, en fait. Il y a une trentaine d'années, une chimiothérapie était quelque chose de très lourd à supporter. En comprenant comment les cellules répondent et comment les cellules cancéreuses et le corps humain va répondre à cette chimiothérapie, on a pu faire une sorte de désescalade des traitements. Donc les traitements sont maintenant, on va dire, même s'ils sont drastiques parfois, ils sont mieux supportés. Et puis, on arrive maintenant à mieux cibler la population qui doit avoir tel ou tel traitement. Et ça, c'est très important parce que ça fait gagner du temps et ça augmente les chances de guérison pour chacune des patients. Donc ces petites étapes, on va peut-être pas trouver des nouvelles molécules, mais on va mieux utiliser l'arsenal thérapeutique. C'est vraiment ça la médecine personnalisée et c'est là-dedans qu'on s'inscrit. Diminuer la toxicité des traitements, mieux cibler pour guérir les patientes. C'est ultra intéressant. Tout à l'heure, vous parliez de BCR-A1. BRCA1, BRCA2, oui. D'accord. Est-ce que c'est le rapport avec le gène Voilà, en fait, c'est un gène qui est impliqué dans la réparation de l'ADN. Quand une cellule se multiplie, elle va forcément y avoir des cassures de l'ADN. On pourra en parler un peu des préventions tout à l'heure, mais la cigarette, l'alimentation, le mode de vie fait que on endommage en permanence nos cellules et il y a des modes de réparation. Cette protéine-là, ces deux protéines, sont BRCA1, BRCA2, sont des protéines impliquées dans la réparation. Et il s'avère que dans les triples négatifs, une partie, 30% de la population des patientes qui ont un triple négatif sont mutées. Donc ça veut dire qu'ils ont ce gène qui est dysfonctionnel. Et donc les cellules sont plus capables de réparer de cette manière-là l'ADN. Et donc elles utilisent une autre façon de réparer l'ADN. Donc en bloquant cette autre façon-là, les cellules deviennent sensibles à certaines chimiothérapies. D'accord. Donc je vais juste compléter, hein, c'est un petit peu... là on touche au problème de génétique des cancers. Oui. Donc le cancer se développe parce que parfois on est tous différents. Oui. Et certaines personnes ont des prédispositions génétiques, familiales, c'est le cas de BRCA1, et des mutations sur des différents gènes qui vont faire qu'ils vont avoir un risque de développer des cancers qui va être plus grand
et par le biais de cette biologie particulière de la réparation de l'ADN. Donc tu parlais de BRCA1, on peut parler de P53 qui est vraiment qui touche vraiment une majorité des gens qui ont un cancer ont des mutations de P53. On peut parler de la PI3 kinase. Il y a beaucoup d'autres gènes et la compréhension de cette génétique et de ces mutations qui vont faire qu'on va avoir des prédispositions au cancer et cette compréhension de l'avantage naturel donné aux cellules cancéreuses par ces mutations va nous permettre aussi de mieux cibler ces personnes qui ont ces mutations et de trouver des médicaments qui leur seront adéquats. Plus adaptés. Oui, tout à fait. Justement, parler de prévention. Ici, on a l'Institut Pasteur de Lille. L'Institut Pasteur de Lille, c'est de la recherche et de la prévention. Donc, je ne peux pas m'empêcher d'aller sur ce terrain de la prévention. On parle de cancer, de facteurs de risque évitables. Est-ce qu'on a un chiffre de facteurs de risque évitables? J'ai fait mes recherches, forcément. J'ai fait mes recherches. En France, il y a 40% des cancers qui seraient attribués à des modes de vie, à des risques sur lesquels on pourrait influencer. 40%. Ça peut être l'hygiène de vie, oui, en effet, l'activité sportive, l'alimentation, le tabagisme, l'alcoolisme, tout ça, même sur les cancers du sein, ça a un effet. Et même sur le triple négatif? Évidemment sur le triple négatif. Aussi, d'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme message de prévention justement en hygiène de vie? On parle de l'alimentation, on parle de la cigarette, de l'alcool, activité physique, pas forcément sport, mais plutôt activité physique au quotidien. Voilà, aller chercher son pain à pied, pas prendre sa voiture, bouger en fait, simplement bouger et rester, aller jardiner, c'est une activité physique, voilà. Il est clair que les risques et les causes pour les cancers du sein sont diverses, mais c'est vrai que le mode de vie influe fortement sur les cancers et puis le vieillissement. Donc tout ce qui peut agir pour mieux vieillir, tous ces conseils au CHU de Lille, il y a un service, le professeur Boulanger donne des conseils pour mieux vieillir. Si vous suivez un petit peu, vous avez l'Institut Pasteur qui intervient souvent, vous avez les cardiologues qui agissent aussi sur ces conseils de prévention. Ce sont les conseils de prévention basiques. On fait attention à son alimentation. Il faut qu'elle soit variée le plus possible. On fait attention à son corps. Il faut bouger. On dit 30 minutes par jour, mais en fait, la position assise est mauvaise dans mon bureau. Il faut de temps en temps se lever pour que le cœur fonctionne. Alors le sport fait aussi du bien à notre système immunitaire. Et quand l'immunité va, les cancers vont un peu moins bien puisque le corps est déjà capable de mieux lutter contre la maladie. Et puis après, il y a tous les causes qui sont environnementales, qui sont liées à des toxiques. Donc les toxiques, il faut le rappeler, le tabac. Le tabac est un toxique. L'alcool, la surconsommation d'alcool. Alors je ne sais pas si on peut parler d'alcoolisme, mais la consommation d'alcool est à prendre bien sûr, avec modération. Voilà. Tout est question de modération. Mais pas tous les jours. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Et puis, il y a des choses qu'on a appris avec le cancer du sein. On sait que certaines substances, comme les bisphénols, ce qu'on appelle les pseudo-œstrogènes, ce qui va mimer les œstrogènes, apporte des risques supplémentaires de développer des cancers du sein. Donc on a commencé... Des pseudo-œstrogènes. Alors ce sont des molécules qui ressemblent aux œstrogènes que l'on produit naturellement dans nos organismes et qui vont prendre leur place et qui vont donc stimuler le développement du cancer du sein. On en parle beaucoup en ce moment, c'est tous les perturbateurs endocriniens, c'est ça. Alors il faut faire attention parce que ça se cache, la nature est bien faite, mais ça se cache parfois dans les détails. Vous prenez du soja par exemple. Oui. Dans le soja, il y a des phytoœstrogènes. Donc la consommation de soja est bonne pour la santé jusqu'à une certaine limite. C'est là où on dit varier son alimentation. Tout avec modération, voilà, finalement. C'est ça. Plus on varie et plus on se portera mieux et on arrivera à vieillir, je veux dire, en bonne santé. C'est ce qu'on va dire. Parce que le cancer du sein, dans la majorité, c'est une maladie qui atteint des personnes qui commencent à avancer dans l'âge. Oui. Ouais. Avec déjà un terrain, quoi, en fait. Ouais. Ok. Dans la prévention, on parle aussi de dépistage. Oui. Est-ce que plus c'est détecté tôt, naturellement? Alors, on a la chance en France d'avoir un dépistage gratuit pour toutes les femmes de 60 à 75. Non, de 55 à 74 ans révolus, donc 75 ans. 75. Malheureusement, qu'une femme sur deux va se faire dépister.
Donc voilà, tout ça c'est gratuit. Alors ça prend du temps, mais c'est gratuit. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas se faire dépister? On commence à avoir des idées. Ouais. Alors, il est clair qu'il y a un message de prévention qui passe mal. C'est comme le cancer du côlon. Le cancer du côlon, si tout le monde se faisait dépister du cancer du côlon, on aurait une mortalité qui chuterait drastiquement. Alors pourquoi? C'est déjà dans la communication. Merci de nous inviter et puis de pouvoir parler de ça. C'est aussi peut-être parce que une personne qui est en situation monoparentale avec des enfants, c'est peut-être pas dans ses priorités d'aller passer une demi-journée à se faire dépister pour le cancer du sein. C'est aussi l'appréhension. L'appréhension. Et voilà. Exactement. Vous arrivez, vous êtes en bonne santé, et puis on vous dit que vous avez un cancer du sein. Oui, mais c'est pas gênant. Si on vous détecte un cancer du sein, plus il est pris tôt, et plus vous avez de fortes chances de n'avoir peu de séquelles ou qu'il soit guéri. Donc il faut bien répéter ça. Vraiment, le cancer du sein, plus il est dépisté tôt, plus vous avez de chances de guérir, au moins d'affronter la maladie et d'être en rémission le plus tôt possible, presque guérir. On parlait tout à l'heure des cancers métastatiques. Si une patiente arrive avec un cancer métastatique, sa survie est drastiquement abrégée. Là, le produit, on parlait de 6 mois s'il y avait des cancers des métastases au niveau du cerveau. Donc évidemment que plus le cancer est pris tôt, plus il va être facile, avec des grosses guillemets évidemment, à combattre. Il va permettre une chirurgie, une radiothérapie, une chimiothérapie, et ça va être pris en charge. Si maintenant on doit passer par de la chirurgie au niveau du cerveau, on imagine bien que c'est tout de suite beaucoup plus lourd comme prise en charge. Alors, les métastases, c'est quelque chose qui arrive tardivement. Alors le problème des triples négatifs, c'est que parfois certaines patientes ont des métastases au diagnostic et pourtant une toute petite tumeur. Donc là aussi, c'est un pan de notre recherche pour comprendre pourquoi ces personnes ont développé des métastases très précocement. Avec une toute petite. Voilà. Et c'est aussi notre recherche de faire, est-ce qu'on ne peut pas avoir des marqueurs pour détecter encore plus précocement? Parce que pour voir un cancer du sein sur la mammographie, il faut à peu près 0,5 cm3, je veux dire. Donc ça fait déjà une masse, mais cette petite masse qui paraît insignifiante, c'est quelques milliards de cellules. Donc... c'est comment détecter au plus tôt des métastases. Voilà, on les voir où le cancer. On aimerait déjà détecter la présence d'une tumeur quelque part dans le corps. Alors, juste une prise de sang, ce serait formidable d'avoir avant que même que les cellules commencent à se disséminer, parce que quand les cellules commencent à se disséminer, ça veut dire qu'elles sont déjà en train d'aller voir ailleurs en fait. Mais est-ce que ça c'est possible avec une prise de sang de savoir? Il y a des travaux qui sont en cours. Alors après, savoir qu'il y a des cellules cancéreuses, ça nous permet de suivre les patientes en fait. Parce que ça ne veut pas dire qu'on va vous proposer un traitement. Peut-être on va voir comment la maladie va se faire. Donc est-ce que la maladie se développe ou non? Si la maladie reste à bas bruit, et qu'on n'a pas besoin de donner un traitement, on ne donnera pas de traitement. Si la maladie se développe, là, on va pouvoir agir et très tôt. Et c'est là qu'on sera efficace. Donc, il y a vraiment aussi... c'est pas parce qu'on va aller vous dépister qu'on va vous donner quelque chose tout de suite, un traitement très drastique. Ça n'existe pas forcément. Voilà. On peut dire, il y a des cellules qui sont disséminées. Et comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour vous, en tant que chercheur, de toute façon, c'est toujours utile de continuer de comprendre tout à fait. Pour pouvoir après sur le terrain de la prévention encore mieux agir. C'est une des difficultés, c'est que c'est des cellules, on parlait d'hétérogénéité au tout début, il y a beaucoup de types de sous-types cellulaires dans le cancer, et en plus elles sont capables de s'adapter en permanence. Elles vont s'adapter au traitement, elles vont s'adapter en acquérant des phénotypes particuliers, en des mutations particulières, etc. Donc en fait, on a l'impression que le cancer a toujours une étape d'avance. Et nous, justement, on essaie de comprendre tout ça, comment ça s'est évolué au cours du temps, pour vous dire, voilà, si c'est comme ça, comme disait mon collègue, si on a ça, il faut surveiller, comme ça on pourra lui donner ce traitement-là. Est-ce que vous avez, en tous les cas, le travail que vous faites, les travaux que vous faites, c'est essentiel pour faire avancer justement vos recherches sur le cancer les cancers les cancers du sein. Est-ce que vous avez un message à faire passer?
Dépistez-vous, allez dans des ateliers pour apprendre à vous autopalper. Oui. En effet, à partir de 55 ans, on peut aller faire une mammo, aller à la mammo. Il y a des mamas mobiles qui ont été développées en Normandie. Il y a des bus qui vont chez vous. Allez vous faire un atelier pour vous autopalper si vous avez moins de 50 ans. Allez-y. Il y a pas justement se dépister. On reçoit un courrier. Oui, on reçoit un courrier de l'assurance maladie qui va vous inviter à aller prendre un rendez-vous dans une mammographie, dans un cabinet de radiologie en ville. Tout est gratuit. Ouais, je tiens à dire, tout est gratuit. Normalement, le dépistage et la prise en charge est gratuit, du moins. Il n'y a rien de gratuit, c'est la société la sécurité sociale, qui nous permet qui va prendre en charge les frais qui sont liés à ce dépistage et ensuite à la maladie, si maladie il y a. L'autre message, c'est de prévention. Il y a des toxiques, on les connaît, on a un mode de vie qui est tel qu'il est actuellement. Il ne tient qu'à nous de le changer. Donc diminuer son stress, moins de cigarettes, moins d'alcool, varier son alimentation, se faire plaisir, faire du sport, faire attention à soi. C'est ça la vraie clé. Si l'on peut déjà faire attention à sa santé au jour le jour, 40% des cancers sont évitables. C'est énorme. Et puis, on peut agir aussi au niveau de nos politiques. Et là, je vais un petit peu dire. Parce que la pollution est un facteur de risque pour de nombreux cancers. Donc, il faut agir, il faut continuer. La réduction de la pollution dans nos environnements, c'est quelque chose aussi d'important pour contribuer à la bonne santé de tous. Même si les gens, pour l'instant, il y a des débats avec les pesticides, etc. Les gens ne comprennent pas forcément ça. Il va falloir trouver des alternatives à ces pratiques culturelles qui, pour l'instant, ont consisté à traiter de façon à traiter les végétaux avec des pesticides, mais que l'on sait que maintenant que ces pesticides ont un effet néfaste sur notre santé, il va falloir trouver des alternatives pour prévenir de ces effets néfastes. C'est tout. Nous, on cherche et on essaie de comprendre comment ça marche, mais c'est en société qu'on y arrivera. C'est ça, tous ensemble. Exactement. On voit aussi toute l'importance de la recherche fondamentale, toute l'importance de vos travaux, de continuer ça. En tous les cas, un grand merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de tourner cette vidéo, c'était ultra intéressant. J'espère que ça plaira au public qui la regardera. Et puis, vraiment, merci. On ne peut que inviter les femmes à prendre soin d'elle, à se dépister, à faire attention à son hygiène de vie au maximum. Et puis, en tout cas, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Comme on peut le voir, la recherche fondamentale est cruciale. Elle peut paraître parfois lente, mais elle ouvre la voie à de nouveaux traitements. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour suivre notre actualité. Parlez-en autour de vous. Faites vos dépistages. Ils sont ultra importants. Et prenez soin de vous.